Donald Trump en guerre contre les musées, le président américain les accuse d'être woke et de montrer une image négative de l'histoire américaine. Dans son collimateur, l'institution Smithsonian, 21 musées publics gratuits. Une enquête a même été diligentée cet été pour faire le point sur leurs expositions. Alors jusqu'où peut aller Donald Trump et dans quel but? Pour en parler, nous avons invité Marie-Cécile Nave. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des États-Unis, politologue, docteur en sciences politiques de l'Université Paris-Dauphine, auteur entre autres de Géopolitique des États-Unis aux éditions Erol, c'est la 2e édition. Et avec nous, Cécile Coquet-Mococo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de civilisation des États-Unis. Et ce que vous enseignez n'est pas vraiment du goût de l'administration Trump. Études africaines-américaines, études de genre et de religion. Merci d'être avec nous. Alors, Donald Trump en guerre contre les musées de Washington, mais pas seulement. On va voir cette citation de Donald Trump sur son réseau social. Il les accuse de wokisme, et dans son collimateur, je vous le disais, la Smithsonian Institution, et notamment 8 musées. Avant d'en parler avec vous deux, on va faire le point avec notre correspondante à New York, Elisabeth Guedel. L'institution smithsoniane n'avait jamais été autant remise en question. Elle existe depuis près de 180 ans, gère 21 musées publics parmi les plus prestigieux du pays, essentiellement situés à Washington, et accueille chaque année des millions de visiteurs. Mais pour son budget de fonctionnement, elle dépend des fonds du gouvernement américain, ce qui lui vaut aujourd'hui d'être dans le viseur de la Maison-Blanche. Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump n'a pas cessé de la critiquer, la qualifiant de dernier bastion du mouvement woke. Il a d'abord signé un décret intitulé « Restaurer la vérité et la raison dans l'histoire américaine ». Son vice-président J.D. Vance avait pour mission de totalement réformer l'institution. Puis Donald Trump a demandé à la justice d'ouvrir une enquête sur le contenu des expositions de 8 des musées Smithsonian pour vérifier, dit-il, que ce qui est présenté au public correspond bien à sa vision de l'Amérique, sorte d'audit idéologique pour le président américain. Ces musées présentent, je cite, une image horrible du pays. Il les accuse de parler beaucoup trop d'esclavage, de genre, de race, d'injustice sociale et peu de toutes les ressources américaines, de la grandeur de l'Amérique. Il ne compte pas s'arrêter là, Donald Trump. Il a demandé d'enquêter sur tous les musées du pays dans le cadre du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis qui sera célébré l'an prochain. Par cette reprise en main des centres culturels, Donald Trump compte bien façonner un peu plus encore son héritage politique qu'il laissera dans les livres d'histoire. Voilà pour cette mise au point d'Elisabeth Guedel. Marie-Cécile Nave, c'est toujours la même dynamique de la part de Donald Trump? Oui, c'est-à-dire ça s'inscrit dans le projet global qui est très largement écrit dans ce qu'on connaît sous le nom de Project 2025, cette espèce d'annuaire idéologique et programmatique qui se déploie depuis le retour au pouvoir de Trump. Il ne s'agit pas en l'espèce de cacher des images ou de cacher des photos, des films parce qu'ils sont horribles à voir, mais de les cacher parce que on veut dire que ça n'a pas existé. L'esclavage, ça n'a pas existé. La ségrégation, ça n'a pas existé. Il s'agit de glorifier une Amérique blanche qui est mythifiée et qui n'aurait fait que le bien et qui finalement n'a rien à se reprocher entre guillemets dans l'histoire. Donc c'est une réécriture de l'histoire qui pourrait correspondre à une volonté d'avoir un récit national dominant. Ça peut exister de manière assez classique. Mais là, il s'agit d'interdire qu'il y ait d'autres récits, d'autres narratifs. Donc on masque finalement ce qui a vraiment existé dans l'histoire des États-Unis. Et donc, ça, c'est dans la même logique que faire des listes de professeurs qui seraient à stigmatiser, contre lesquels on envoie des raids sur les réseaux sociaux, d'interdire des cours à l'université, d'interdire des livres dans les bibliothèques. Voilà, c'est assez général comme projet. Voilà, on le voit bien. Vraiment de prendre la main. Cécile Coquet-Mococo, effectivement, vous me le disiez, pour vous, c'est impossible de retourner aux États-Unis, même si c'est votre terrain, non pas de jeu, mais d'études, parce que vos idées vont à l'encontre de cette vision, vous parliez, aseptisée que propose Donald Trump. Effectivement, parce que déjà, avant que Trump arrive au pouvoir, quand je me rendais aux États-Unis simplement pour une conférence, donc 3-4 jours, ce n'était pas du tout pour faire du tourisme, les officiers d'immigration me demandaient ce que je venais faire sur le territoire américain, ce qui est tout à fait normal. Et quand je disais que j'allais à une conférence sur les études noires, il me regardait avec des yeux un peu comme des soucoupes en me disant « mais pourquoi ?» Je dis « parce que c'est mon domaine d'expertise ».
Et on commençait à poser des questions. Et pourquoi vous parlez anglais avec un accent américain et vous êtes du côté des étrangers? Pourquoi n'avez-vous pas de passeport américain? Donc déjà, il y avait cette méfiance et cette idée selon laquelle on ne peut être spécialiste que d'un groupe auquel on appartient. Et ça, c'était bien avant que Trump n'arrive au pouvoir. Avec l'ascension de Trump au pouvoir, on a cette notion selon laquelle il y a nos gens à nous. Et justement, ma collègue parlait du Project 2025, cet agenda de 970 pages que le président n'a certainement pas lu, mais qu'ont lu toutes les personnes qui l'entourent, qui le conseillent. Et cet agenda fait une distinction extrêmement troublante et dérangeante entre nos gens, les gens qui sont à nous, et les autres qui sont qualifiés régulièrement d'ennemis de l'intérieur, de communistes, de fascistes, de gens qu'il faut réduire au silence. Alors un point sur la Smithsonian donc institution, il y a 8 musées notamment qui sont dans le collimateur, on va voir la liste, le musée national d'histoire américaine, national des latino-américains, National Portrait Gallery. Pourquoi ces musées-là? Parce que justement ils veulent montrer une autre Amérique et c'est pour ça qu'ils sont pointés du doigt et aussi parce qu'ils sont publics, donc peut-être plus fragiles que d'autres qui sont dirigés par des mécènes. Alors, il est évident que les musées publics et toutes les institutions publiques qui dépendent en partie de l'argent distribué par l'État fédéral sont particulièrement fragiles. Ce sont des musées extraordinaires qui racontent une partie de l'histoire telle qu'elle s'est passée. Évidemment, il y a une scénographie, évidemment, il y a des panneaux explicatifs, etc. Et donc, ça fait partie de la mise en scène. Mais tout ceci est écrit par des spécialistes, des gens qui sont des scientifiques, des historiens, des anthropologues, des gens qui connaissent parfaitement l'histoire et la culture américaine. Donc ce ne sont pas des choses qu'on invente, ce sont des choses qui se sont réellement passées dans l'histoire, qui aujourd'hui pourrait dire l'esclavage, ça n'a pas existé, l'esclavage, c'est un détail, la ségrégation, ça n'a pas existé. En fait, c'est ça le fantasme de l'administration. Mais alors, vous savez, il y a eu un débat aussi sur la position des musées, c'est-à-dire, et pas seulement aux États-Unis, c'est-à-dire dans le monde entier. Est-ce qu'un musée devait être militant? C'est un grand débat qui a agité les musées. Est-ce que là, on voit ce débat, mais à l'excès, c'est-à-dire où il n'y a même plus de débat finalement? Mais il ne s'agit pas de militantisme, il s'agit de dire les choses telles qu'elles se sont passées et de faire des choix en fonction de la spécialisation de telle ou telle institution et de tel ou tel public que l'on veut attirer, des scolaires, des universitaires, le grand public. À partir du moment où on évoque une période particulière de l'histoire, évidemment, on se situe, on est situé, on a un point de vue peut-être qui est engagé sur tel ou tel sujet parce qu'on considère qu'il est important de le mettre dans l'espace public. C'est pas du militantisme. Et puis même ça serait du militantisme. On est quand même dans un pays aux États-Unis où le premier amendement de la Constitution garantit la liberté d'expression et d'opinion, ce qu'aujourd'hui le Trumpisme remet en cause pour les autres. On est en plein moment de Charlie Kirk. C'est tout à fait emblématique. On a eu une campagne américaine où le free speech était revendiqué par l'écosystème Trump et aujourd'hui, il est dénié à ceux qui ne pensent pas comme eux. Alors le président Trump, lui, il assume. Il y a eu même cette déclaration de la Maison-Blanche avec les œuvres. Alors, on en a vu des œuvres qui sont critiquées, comme la Statue de la Liberté qui jette des tomates. Alors on la voit ici. On se demande en quoi, effectivement, cette statue n'est pas autorisée. Il y en a d'autres liées avec des artistes transgenres. Là aussi, pour le coup, il a bien dit ce qu'il en pensait, Donald Trump. Il y a une photographie, je voudrais qu'on s'arrête sur celle-ci. Justement, on parle beaucoup de l'esclavage et de l'histoire de l'esclavage aux États-Unis. C'est The Scourged Back, le dos flagellé en français, qui a été interdite par l'administration de Donald Trump. Alors là, a priori, ça passe pas vraiment. Mais là, pour vous, c'est vraiment... Là, on assume le fait d'oublier, de laisser de côté un point extrêmement important. Alors l'esclavage, ça a été vraiment la grande question nationale qui a divisé le pays depuis sa création, depuis ses tout débuts, et qui a fait l'objet des premières fake news en quelque sorte. Puisque dans tout le combat idéologique et aussi médiatique de presse, en l'occurrence à l'époque on parle d'imprimé, puisque je parle des années 1830 à 1860, puisque cette photo a été prise vers la fin de la guerre de sécession en 1864. C'était la photo d'un esclave qui s'était échappé de sa plantation pour rejoindre les lignes de l'Union, pas des nordistes mais de l'Union, des États-Unis d'Amérique.
Et pendant les 30 années qui ont précédé cette guerre, il y a eu ce déni justement des souffrances, des atrocités, de ce qui est ni plus ni moins qu'un crime contre l'humanité. Donc le fait d'enlever ce qui est dérangeant, c'est précisément faire insulte à tous ces Américains, à toutes ces Américaines libres, blancs, ou bien libres et noirs, ou bien esclaves et noirs, qui ont été extrêmement éloquents, qui ont été extrêmement courageux et qui se sont battus pour que les promesses de la déclaration d'indépendance s'appliquent vraiment à tous et à toutes. Est-ce qu'on peut parler on choisit son Américain modèle. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de révisionnisme? Est-ce que ça peut fonctionner? On voit que un dernier sondage du Washington Post dit que 56% des Américains désapprouvent quand même la façon de gérer de Donald Trump. Est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce qu'il y a des garde-fous? On a vu que pour l'instant, les voix dissidentes, elles ont du mal à s'exprimer. Aussi quand même dans le monde scientifique, dans le monde étudiant, dans une partie de la presse, on voit bien qu'il y a un problème quand même. Et ce que vous dites est très juste, c'est à savoir que l'esclavage, c'est un des moteurs de la guerre de sécession, en fait, de la guerre civile américaine. Là où le grand moment dans l'histoire qui est jeune des États-Unis, où les Américains se sont battus les uns contre les autres, c'est la guerre de sécession. Et un des ressorts de cette guerre, c'était être pour ou contre l'esclavage. C'est pas le seul, évidemment. Donc on voit bien qu'il y a quand même une sorte de représentation collective, un passé qui ne passe pas, comme on dirait, comme on avait dit pour des périodes de l'histoire française qui avaient été profondément divisives. Mais non, mais en plus, c'est une sorte de fantasme de la part du président américain de pouvoir contrôler tout ce qui se dit, tout ce qui s'écrit, tout ce qui se pense aux États-Unis. Et parfois, il y arrive, puisque la presse écrite, elle résiste, pourtant avec toujours la même procédure, poursuite en justice, des dédommagements très importants qui sont demandés, mais on a vu que là, c'est compliqué quand même. Là, on parle encore une fois d'institutions publiques, de musées. Est-ce qu'ils vont vraiment avoir le choix? Il avait été visiter le musée national de l'histoire africaine-américaine. Voilà, et ce musée a ouvert le 24 septembre 2016. Donc on était pile au moment où il venait d'être élu et il allait être inauguré, et il avait eu des termes extrêmement louangeurs vis-à-vis de ce musée, en disant que c'était effectivement une visite qui l'avait beaucoup marqué, et que c'était des choses que les Américains, les citoyens et citoyennes américains devaient apprendre. Donc encore une fois, c'est vrai qu'il y a une espèce de rigidité idéologique, mais je ne pense qu'elle ne vient pas forcément de lui. Mais clairement, il y a il y a des gens dans son entourage qui sont en plein revanchisme sudiste. N'oublions pas que lors de l'assaut du Capitole, il y avait des drapeaux confédérés. Et encore une fois, apporter dans le sein de la nation, dans la maison du peuple, qui est le Capitole, le symbole de la sécession, ça parle. Je ne dis pas que tous les supporters de Trump, et encore moins tous ses électeurs, sont pour cette sécession qui avait été déclarée par les États esclavagistes, mais il y a une part de ça derrière cette idée selon laquelle on cherche à traumatiser les jeunes Américains en leur montrant des choses horribles, en leur faisant lire des livres de Toni Morrison, où des femmes esclaves préfèrent tuer leurs enfants que de les voir grandir dans une institution inhumaine. Merci à vous deux d'avoir participé à ce grand angle, et donc effectivement cette guerre culturelle menée aux États-Unis par l'administration Trump.